Alors, messieurs les présidents de la session, très cher Yazdan, chers collègues, mesdames et messieurs, c'est vraiment un plaisir de débattre avec vous aujourd'hui de l'initiation accélérée des antirétroviraux. En d'autres termes, est-il vraiment urgent de débuter les antirétroviraux? Alors, je vais plaider aujourd'hui pour le oui, et mon rôle est de vous convaincre que oui, l'initiation rapide des antirétroviraux est absolument essentielle. Alors, a priori, tout semble opposer ces deux termes, urgence et antirétroviraux. Et en témoignent ici à droite les recommandations de l'EACS qui montrent tout un certain nombre d'étapes assez détaillées par lesquelles il faut passer avant d'initier le traitement antirétroviral. Et on peut se demander si tout cela est vraiment bien nécessaire. On connaît déjà des situations cliniques dans lesquelles il y a urgence à débuter les antirétroviraux, et cela ne date pas d'hier. La première, c'est la prophylaxie de post-exposition. On le sait, il faut débuter les antirétroviraux dans les moins de 48 heures qui suivent l'exposition, et en tout cas, après 72 heures, la PEP n'est plus efficace. On connaît aussi l'urgence de débuter le traitement dans la primo-infection, et surtout la primo-infection symptomatique. On voit ici à gauche les stades phybiques de la primo-infection et on sait que traiter tôt diminue la réplication virale résiduelle, limite la diversité virale, limite l'expansion du réservoir, préserve l'immunité innée et les fonctions lymphocytaires B et T et accélère la restauration immunitaire. Il y a aussi des situations spécifiques, cliniques, celles qu'on connaît très bien, comme les maladies opportunistes, notamment la tuberculose, qui avait fait l'objet de recommandations très détaillées par l'OMS sur le timing du début du traitement, et puis d'autres situations cliniques, comme les maladies d'organes, l'IVAN, les co-infections avec les hépatites, la grossesse, ou les patients qui présentent immunosuppression sévère, patients pour lesquels il a toujours été dit qu'il fallait se dépêcher de débuter les antirétroviraux. Alors, quelle mouche a donc piqué l'OMS? En effet, en juillet 2017, à l'occasion de l'IAS à Paris, l'OMS a édicté de nouvelles recommandations qui prévoient l'initiation rapide du TAR, donc du traitement antirétroviral, à toutes les personnes vivant avec le VIH après confirmation du diagnostic et évaluation clinique. L'initiation du TAR sera proposée le jour même aux personnes qui sont prêtes à le commencer. L'OMS définit donc l'urgence par une initiation du traitement entre 1 et 7 jours après le diagnostic. Et pourtant, il n'y a pas actuellement de pays qui a édicté des recommandations permettant d'initier le traitement aussi rapidement. Et même l'étude suisse de cohorte, qui se targue d'être une étude observationnelle de bonne qualité, montre que le traitement est initié en général dans le mois qui suit l'exposition. Alors certes, il y a une grande évolution depuis 2010, une grande évolution aussi depuis 2015, mais en 2016, il y a toujours 37 jours de délai entre le diagnostic, donc l'entrée du patient dans la cohorte avec le diagnostic et l'initiation du traitement, 37 jours en médiane. C'est donc beaucoup trop. On a beaucoup appris dans le traitement des antirétroviraux. On a appris en 1996 à donner des trithérapies. En 2008, il y a eu la déclaration suisse, et la déclaration suisse a dit que le patient séropositif n'était plus contagieux. En 2015, on a su qu'il fallait traiter les patients pour leur bien-être individuel. Et avec cela, on a résolu la question du quand débuter. Il faut débuter quel que soit le compte de CD4. On arrive donc au traitement universel actuellement. Alors le traitement universel, certes, mais avec quel délai? Dans quel délai? Et c'est donc bien la question que l'on se pose aujourd'hui. Alors les arguments sont les suivants. Certes, on est dans le contexte du test and treat. On veut diminuer rapidement le risque de transmettre le VIH et donc on doit considérer le début de molécules efficaces. Et on voit sur ce panel ici la cinétique de diminution de la charge virale du VIH dans le panel A dans le sang et dans le panel B dans le sperme. Et on voit qu'avec un début des antirétroviraux par la classe de molécules des anti-intégrases, on arrive très rapidement à réduire la quantité d'ARN VIH, soit dans le sang, soit dans le sperme. Deuxièmement, ces recommandations ne sont pas tombées du ciel, elles sont basées sur une revue extensive de la littérature.
Dans cette revue extensive de la littérature, l'OMS avait revu des données, des études observationnelles qui venaient de tous les continents, mais aussi de 4 essais randomisés de très bonne qualité, d'une méthodologie robuste que je vais vous présenter ici. 4 essais randomisés en Ouganda, en Afrique du Sud, en Haïti et au Lesotho. J'ai pris le parti de vous présenter l'étude la plus récente, celle qui a été présentée à la CROI 2018 par Niklaus Labart, une étude, comme je vous l'ai dit, au Lesotho, aussi parce que la photo, je dois dire, est absolument superbe, avec la neige, comme en Suisse, mais les petites cases comme au Lesotho, et 25% de prévalence VIH adulte, donc un pays à très haute prévalence, avec des soins qui sont démédicalisés et délégués aux infirmières. Dans cette étude, que Christine a d'ailleurs présentée également à la plénière, il y avait 2 co-critères de jugement primaire. Le premier était le lien en soins à 3 mois et le deuxième était la suppression virologique à 12 mois. Dans les 2 cas, il y avait de meilleurs résultats lorsque le traitement était pris le jour même en comparaison avec un traitement standard de soins, soit environ dans les 3 mois. Il faut reconnaître que la cascade de Niklaus Labart est particulière puisqu'elle a été collapsée et que la cascade est comptée à partir du moment où le patient a son test à la maison et débute les ARV le jour où son test est fait à la maison. Donc une cascade un peu collapsée par rapport à celle qu'on connaît actuellement. Une méta-analyse a donc été faite en prenant les résultats de ces 4 essais randomisés. Ce que l'on observe, c'est une augmentation du nombre de patients sous ARV à 3 mois. En soi, ça peut paraître évident, mais c'est quand même un résultat important. Il y a aussi une augmentation de la suppression virologique à 12 mois, une amélioration de la rétention en soins à 12 mois, une diminution de la mortalité, on peut dire que ça, c'est un critère vraiment robuste, et une diminution du nombre de perdus de vue, mais qui n'atteint pas la significativité statistique. Donc des critères robustes pour cette méta-analyse, prenant en compte ici uniquement les essais randomisés, mais que l'on observe aussi dans la méta-analyse, comprenant les études observationnelles qui ont été faites dans des continents variés et dans des pays plus variés que ceux que j'ai présentés là. Par ailleurs, il s'agit d'une stratégie qui est acceptable et qui est faisable. Elle est acceptable en tout cas pour les soignants, puisque dans l'enquête faite par l'OMS à l'occasion de ces recommandations, la grande majorité des soignants pensent que cette stratégie d'initiation accélérée des thérapies antirétrovirales est faisable et soutenable. Pour les patients, les réponses sont plus nuancées et il faudra prendre ça en compte dans l'implémentation de cette stratégie. Les patients craignent d'avoir notamment des pressions de la part des soignants ou de la part de leur père pour avoir une initiation rapide ou accélérée des antirétroviraux sans avoir compris les tenants aboutissants de ce traitement. Cela devra bien sûr être pris en compte dans une application nuancée et basée sur les spécificités locales de ces recommandations. Je vous ai parlé de 4 pays à haute prévalence, mais vous voyez qu'à la CROI, le programme rapide de San Francisco a montré finalement des résultats identiques, quoique d'une manière observationnelle et non pas randomisée. Dans ce programme d'accès accéléré aux antirétroviraux à San Francisco, tous les patients nouvellement diagnostiqués devaient être en lien avec le service de santé dans les 5 jours ouvrables suivant le diagnostic. La première visite devait comprendre le laboratoire, le counseling, l'évaluation psychologique, mais aussi le début des ARV, à moins d'une contre-indication évidente, notamment une atteinte du système nerveux central, les mettant à risque d'IRIS. La trithérapie n'était pas toujours une trithérapie, elle était composée d'une quadrithérapie si les patients dans ce contexte spécifique, encore une fois, nécessitaient d'une adaptation locale, si dans ce contexte spécifique, les patients étaient sous PrEP au moment du diagnostic. Ce que l'on observe se rapproche de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Le temps entre l'entrée en soins, première visite, et le début des antirétroviraux a diminué de 96%, passant de 6 jours à une seule journée. On a vu que dans l'étude suisse de cohorte en 2016, on était encore à 37 jours. Et plus déterminant encore, le temps entre le début des ARV et la première suppression virologique a été beaucoup réduit, mais aussi dans les populations qui étaient considérées dans ce contexte-là les plus vulnérables, notamment les personnes sans abri. Et ça, c'est important et il faut le spécifier. Alors, quel est le rapport bénéfice-risque ? On peut dire en tout cas que les critères de jugement de toutes ces études sont robustes. On a une augmentation du nombre de patients sous antirétroviraux, on a un effet sur la morbidité et même un effet sur la mortalité.
On pourrait imaginer une réduction du stigma, avec l'évolution aussi des pensées sur l'indétectabilité et la non-contagiosité. Mais il faut avouer, et il faudra vérifier ces points et l'implémenter de façon nuancée, qu'on pourrait se retrouver face à un risque de coercition pour les patients qui refuseraient cette stratégie. Cela devra être pensé dans les programmes et dans leur mise en place. En conclusion, il est indéniable, je crois, que le temps perdu entre l'initiation d'indication et le début effectif des antirétroviraux est une perte de chance. Cela a été bien prouvé. C'est une association certes statistique, mais basée sur une très large population. Mais est-il vraiment possible, partout, pour tous, d'implémenter une décision uniquement individualisée ? Je crois que nous avons besoin tous d'un cadre, et par défaut, il est préférable de considérer que le traitement est urgent pour tous, plutôt que de le retarder sans raison, mais avec des conséquences potentiellement graves, même juste pour quelques-uns. Donc, j'espère que je vous ai convaincu, même toi, Yazdan, peut-être, qu'il est important de débuter rapidement les antirétroviraux. Et je voudrais donc remercier Yazdan, enfin je le remercierai peut-être après, mais les personnes aussi qui ont contribué à me donner quelques arguments pour cette présentation, Jade Gosne, Christine Catlama, Xavier Anglaret, Mathias Cavassini, Pierre-Marie Girard et Xavier Anglaret. Je vous remercie pour votre attention. Merci, merci Alexandra. Allez, Yazdan.